faut bien comprendre que cette délocalisation, elle n'est pas seulement induite par la question des coûts salariaux. Certes, les différences de coûts salariaux accélèrent ces processus, mais en réalité, l'industrie, notamment l'industrie moderne, a besoin d'une certaine proximité avec la consommation, avec les consommateurs. Et quels que soient les propriétaires de cette industrie, eh bien, le développement du Brésil, de la demande au Brésil, de la demande en Chine, de la demande ailleurs, ne peut que s'accompagner du développement des installations industrielles dans ces pays-là. Certes, les coûts du travail est quelque chose qui accélère le processus, mais même s'il y en avait des coûts du travail après, eh bien, inexorablement, le processus industriel, les installations industrielles, la production industrielle, seraient amenées à se développer principalement dans ces pays émergents et pas du tout dans nos pays. Deuxième paradoxe. Troisième paradoxe, la question de la financiarisation de l'économie a conduit à une circulation extrêmement forte des capitaux au niveau mondial. Et en même temps, on assiste à une perte de pouvoir d'agir des États nationaux, mais pas seulement des États nationaux, du niveau de l'Europe, voire des formes de pouvoir public infranational, comme par exemple les régions. Grande difficulté pour le pouvoir public à infléchir les logiques entrepreneuriales et les logiques industrielles. Très grande difficulté, avec comme ça un rapport de force qui s'est, ou un rapport entre, on va parler de rapport de force, mais plutôt un rapport entre les entreprises et les territoires qui s'est transformé d'une manière très radicale entre les années 60-70 et les années 90-2000. Les entreprises industrielles étant finalement en capacité de capitaliser les ressources que pouvaient apporter les territoires, l'ensemble des externalités positives, et à mettre de côté la question des externalités négatives, c'est-à-dire les effets négatifs de leur dynamique sur les territoires locaux, finalement à se détacher de l'intérêt qu'ils avaient vis-à-vis du développement local. Forte autonomie entre le développement des entreprises industrielles et ces grands groupes industriels et le développement local. Donc là, un troisième élément, c'est que la financiarisation a provoqué, derrière la globalisation, la dimension financière, a provoqué une perte de capacité d'agir des États et des institutions territoriales comme les régions sur ces entreprises industrielles. Alors, peut-être dernière remarque, dont je n'avais pas parlé la dernière fois, mais qui permet de revenir, c'est que, juste pour vous alerter, c'est pas parce que la place de l'industrie diminue dans la dynamique économique que le volume des produits industriels, des marchandises diminue. Ces marchandises augmentent. C'est-à-dire le nombre de voitures augmente, le nombre de télévisions augmente, le nombre de produits manufacturés augmente dans leur usage. La place de l'industrie dans la dynamique économique n'est plus du tout la même, mais dans l'usage des produits que ont les ménages, une croissance très importante du volume des produits, du volume physique de produits fabriqués et vendus. En d'autres termes, si vous voulez, il ne faut pas confondre ici la place de l'industrie sur un plan économique et le fait que les produits industriels dont on aurait la consommation diminueraient. C'est l'inverse. Donc on arrive à ici un troisième problème, ce qui est une crise écologique. C'est-à-dire que le processus industriel est confronté, cette fois-ci, en plus de la crise sociale, à une crise écologique, c'est-à-dire au fait que les gains de productivité industrielle associés d'un côté aux nouvelles technologies d'information et de l'autre à l'intensification du travail industriel permettent d'obtenir un plus grand nombre de produits, un usage plus grand de ces produits, et avec la crise écologique qui est derrière, qui est très importante, on va le voir. En d'autres termes, pour conclure cette phase, eh bien, la dynamique dans la logique, le modèle industriel, la logique industrielle, provoque dans la phase actuelle, conduit dans la phase actuelle à une crise d'ordre écologique et une crise d'ordre social
j'essaie de simplifier au maximum la crise d'ordre social, je dirais pour ceux qui ont un emploi, cette crise sociale s'exprime par une dégradation considérable de la santé au travail. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi, tous les inconvénients que représente la situation de sous-emploi. Euh, Je ne vais pas être trop long parce que ce sont des points que j'avais longuement argumenté la dernière fois, mais malgré tout, je vais revenir sur ces éléments-là pour vous redonner, en tout cas ceux qui ne sont pas venus, le point de départ sur ce que j'avais appelé l'impasse du modèle industriel. Alors maintenant, si c'est une impasse du modèle industriel, ça veut dire une impasse de l'industrie comme activité. Peut-être que l'industrie doit changer de modèle de développement, changer de modèle d'organisation, changer de modèle de compétitivité, on pourrait dire. En d'autres termes, la question qui reste posée, ce n'est pas la désindustrialisation. La désindustrialisation, c'est une expression négative qui, de mon point de vue, ne donne peu de perspective. La question qui est posée, c'est quel devenir pour l'industrie? Et quel rapport entre l'industrie et les services? C'est sur ce deuxième point, sur cet aspect-là, que j'aimerais concentrer maintenant l'essentiel des arguments soumis à votre critique et à la discussion. Encore une fois, pour prendre l'introduction que j'ai faite, la question qui est posée, ce n'est pas la disparition de l'industrie. La question qui est posée, c'est la question de renouveler les liens entre l'industrie et les services. Et nous pensons que cet enjeu se pose dans une perspective qui inverserait les liens historiques, c'est-à-dire mettre l'industrie au service des services. Cette question, comment le faire? Quelle perspective? À travers quel modèle entrepreneurial? Alors, le premier aspect, il y a 3 points que je vais développer là. Le premier aspect, c'est que, pour dire que le mouvement est déjà en cours. Objectivement, le mouvement est en cours. On constate dès les années 80 que les entreprises industrielles ont tendance non seulement à mobiliser de plus en plus de services dans leur activité, mais ils ont tendance à réaliser de plus en plus, à produire de plus en plus de services associés aux biens. C'est toute une série de services qui vont de l'assurance, des services financiers à la maintenance, à la logique de transport, etc. Quelquefois à la formation de l'usage des biens. Mais c'est donc une possibilité ici, oui, déjà un mouvement engagé, et vraiment depuis longtemps, dès les années 80, d'associations services-produits. On constate, en tout cas à la fin des années 80, début des années 90, qu'un certain nombre d'entreprises industrielles basculent d'une situation où elles réalisent principalement des biens, secondairement des services, basculent, elles inversent leur logique de développement. Elles produisent principalement des services, secondairement des biens. Alors on le voit aussi dans des très grandes entreprises, et dans des petites entreprises. L'exemple le plus frappant, c'est IBM, qui a complètement, qui est un producteur d'ordinateurs, qui a lâché à un moment donné complètement la production d'ordinateurs, se concentrer sur les services de conseil, de conception, de dispositifs informationnels et numériques. C'est certainement un des exemples les plus frappants. Très très grande entreprise industrielle, très rapidement, d'un côté, augmente ses services vis-à-vis des biens, et puis d'un coup lâche les biens pour se concentrer sur les questions des services. Mais il y a toute une série de PME, des PME que je connais assez bien dans le Nord, Pas-de-Calais, qui ont eu des itinéraires proches, par exemple, une entreprise de tubes que j'ai appelée T pour l'instant, parce que finalement, elle voulait rester discrète, c'est pas très grave. Au lieu de vendre des tubes pour les fluides et les eaux usées, etc., et fabriquer ces biens qui se réalisent sur la base de plastique, des choses simplement, avec finalement une valeur ajoutée qui a tendance plutôt à diminuer. Ces entreprises ont commencé à développer des systèmes de conception de la circulation des fluides, et d'un coup a fait de la conception et de
l'accompagnement des entreprises à propos des fluides, leur activité principale, avec secondairement une façon de concevoir ensuite leurs produits d'une manière renouvelée, fondée sur l'expérience de leur activité de service. Ici, cette fois-ci, c'est l'inversion. Ça ne disparaît pas complètement les ateliers de production, mais ces ateliers de production deviennent secondaires par rapport à l'activité de service. Et l'activité de service, l'expérience qui est acquise dans cette activité de service, est remobilisée pour transformer la conception et derrière la production des tubes. Et vous voyez tout d'un coup quelque chose qui s'inverse du point de vue de la logique. On a l'entreprise, autre entreprise assez connue, certains d'entre vous connaissent cet exemple, parce que c'est une entreprise très grande, Xerox, qui elle mène plusieurs modèles parallèles les uns des autres. Production industrielle de biens, on va dire classique entre guillemets, c'est-à-dire photocopieuse, vous connaissez ce que fait en Xerox. Et parallèlement à cette activité, s'est mise en place ensuite une activité de service associée. Dans les années 90, ils ont basculé. Au lieu de vendre les produits, ils ont commencé à les louer. En les louant et en mettant à la disposition, ce n'est pas les ménages qui utilisent ça, c'est plutôt les entreprises ou les administrations, en mettant à la disposition des entreprises ou des administrations l'usage des biens derrière leur maintenance, d'un coup il y a une inversion de la question. Et on pourrait dire que c'est le service que provoque l'usage de ces biens qui étaient vendus. Et puis, troisième modèle, Xerox poursuit cette évolution, cette fois-ci en prenant en charge la circulation des informations, des données et des informations internes aux entreprises. C'est-à-dire le système de documentation de l'information dans l'entreprise. Et là, tout d'un coup, vous avez un déplacement des biens et des services vers quelque chose de plus immatériel, c'est-à-dire l'information, la pertinence de cette information, la pertinence des conditions dans lesquelles elle est accumulée, puis communiquée dans les services adéquats, internes à leurs clients. Vous avez un troisième modèle qui se met en place, encore plus serviciel que les précédents. Donc vous avez un mouvement en cours. J'ai pris ces exemples-là, mais bon, nous devons savoir quand même, à travers Artemis qui est créé depuis 12 ans, nous devons savoir une expérience importante d'intervention dans le milieu industriel. Et on voit de plus en plus certaines entreprises s'intéresser à ce nouveau modèle. Ce qui nous a invités à essayer de les comprendre, peut-être aussi de les systématiser, et de voir comment et à quelles conditions ces nouveaux modèles qui émergent seraient en capacité, cette fois-ci, de répondre à de nouvelles exigences ou à des exigences importantes relevant du développement durable, c'est-à-dire les exigences écologiques, d'un côté, les exigences sociales, et enfin offrirait la possibilité de donner un avenir au travail différent de celui que l'on a pu connaître depuis plus de 40 ans maintenant. Alors, c'est ce qu'on a essayé de mettre en évidence à travers ce modèle de l'économie de la fonctionnalité. Alors ce modèle se présente, selon nous, à travers deux stades, deux étapes ou deux stades, qui n'ont pas exactement le même impact, qui n'ont pas la même dynamique, mais qui sont tout à fait intéressants à remarquer, à prendre en compte l'un et l'autre. Le premier stade, je dirais, c'est le passage à l'industrie-service classique, c'est-à-dire le fait que les entreprises industrielles deviennent des entreprises de services, les biens n'étant que des supports